Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 30 janvier 2026 du live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité. Dieu sait qu'elle va vite et vous proposer des éclairages les plus objectifs possibles pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement trading le mieux possible, ou bien tout simplement comprendre un monde le monde dans lequel nous vivons, un monde qui va à 1000 à l'heure. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de pouvoir compter sur Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, sous quel prisme, mais s'il est intéressant de s'y confronter de très près. Pour ce faire, vous suivez pour nous 4 actualités majeures qui, je le rappelle, vont du jeudi au jeudi. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qui a fait bouger les marchés financiers selon vous, quelle est la performance des principaux actifs que vous suivez pour nous chaque semaine? C'est une performance à nouveau négative. Elle ressemble furieusement à la performance de la semaine précédente. On avait perdu 1% à peu près sur les actions européennes, alors que les actions américaines ont mieux résisté à nouveau cette semaine. C'est une consolidation qui continue. Il n'y a rien de pas très violent là-dedans. Ce qui est violent, c'est la hausse de l'euro ou la baisse du dollar, puisqu'on a donc perdu 2% sur le dollar, ou on a gagné 2% sur la parité euro-dollar, donc à 1,20. Donc 1,20, c'est une grande différence effectivement avec le niveau du début d'année. C'est une hausse donc, qui est significative et qui est liée à la première information, la Exactement. première actualité de la semaine. C'est ce que vous mettez en avant, mais il semblerait que pour le président américain, ce ne soit pas un problème. Bien sûr, la baisse du dollar pour les Américains eux-mêmes, qui va faire ses courses le samedi matin au Walmart du coin, il ne se pose pas la question de la valeur de sa monnaie. Clairement, voilà, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et c'est de ce point de vue-là qu'il s'exprime. Donc c'est vrai que cette baisse importante, du point de vue américain, peut être considérée comme favorable, et ça se discute. C'est un effet inflationniste, ça, à court terme. Ça crée un phénomène de courbe en J, comme on dit, c'est-à-dire que le déficit augmente rapidement. C'est ce qui a été publié d'ailleurs sur le dernier chiffre publié cette semaine, du déficit budgétaire, du déficit commercial américain, qui était beaucoup plus important que ce qui est prévu. C'est le plus fort déficit mensuel depuis très longtemps. Donc c'est vrai que la baisse du dollar, c'est peut-être formidable, comme l'a dit M. Trump, mais ça peut poser des problèmes aussi, bien sûr, à ses partenaires. Bon, c'est le cadet de ses soucis, mais comme notre base est quand même européenne, du point de vue européen, la baisse profonde et rapide du dollar, c'est un problème, évidemment, pour nos entreprises, pour nos exportations. Exactement. On reste toujours aux États-Unis où là-bas, enfin, comment dire, la population commence à critiquer les différentes actions de Donald Trump, et il y a de vrais mouvements contestataires qui sont en train de naître aux États-Unis. Oui, c'est une actualité qui me semble quand même assez importante à mettre en avant dans le cadre de cette activité, donc du suivi des actualités générales et de ses implications pour les marchés financiers. C'est vrai que ça peut paraître éloigné, On pourrait- cette ambiance un peu insurrectionnelle. On en est quand même un peu loin aux États-Unis. Il y a quelques manifestations, mais c'est vrai que ça commence à prendre une ampleur significative. Mm. Et c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question dans ce type de situation d'un phénomène de dégoût généralisé des ménages, et en tant qu'économiste, donc de conséquences sur la confiance du consommateur et la consommation, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y ait une consommation moins dynamique parce que les Américains, finalement, auraient peur ou se sentiraient mal à l'aise dans leur propre pays à raison de ces différents développements que l'on connaît. Ouais, bien sûr, même si pour l'instant, ça reste quand même très concentré au Minnesota et Tout à fait. pas encore dans tous les États fédéraux. Mais effectivement, il y a un début de sentiment de défiance à l'égard des différentes politiques de Donald Trump. On va basculer sur sur du financier. C'est une agence de notation qui a été rayée de la carte. Alors Egan Jones, j'en ai parlé il y a Mm. quelques semaines, voire peut-être 2 mois, puisque Egan Jones est Mhm. donc une agence de notation qui, avec 20 analystes, arrive à noter Voilà, 4000. des milliers d'entreprises. Donc c'est quelque chose que j'avais relevé et indiqué comme un phénomène élément négatif, il y a quelques semaines. Et donc effectivement, donc heu, l'autorité monétaire des Bermudes, qui est place financière importante pour les réassureurs notamment, et les assureurs et les réassureurs, a décidé donc de radier tout simplement cette agence de notation des
des agences agences, qui peuvent noter donc les entreprises américaines. les entreprises et les assureurs aux Bermudes. Donc Mmh. c'est effectivement quelque chose de très clair. Alors c'est négatif en ce sens que Ça pourrait être un bon point. en quoi? Bah, dans le sens où finalement, il y a une forme de réglementation de la notation, du système des agences de notation Oui. et qu'effectivement, on ne peut pas supposer que 3 analystes puissent noter, suivre 3000 sociétés. Il y a quand même des milliers d'instruments financiers qui ont été notés par cette agence de Mmh. notation. Mmh. Et ça peut créer un peu de suspicion Mmh. par rapport à ces 4000 notes. De dire, mais finalement, si l'agence bermudienne Mmh. les radie, Mmh. c'est quand même un petit peu... ça veut dire que c'était pas bon, c'est des notes Ouais, pas bonnes. Donc les émetteurs d'instruments financiers vont devoir se tourner vers Dow Jones ou Mmh. Moody's et S&P, hein, Mmh. donc les grandes agences, les autres agences. Mmh. Et ça crée, je pense, sur l'ensemble du marché, une La suspicion, défiance. une défiance. Et donc ça, c'est pour ça que je juge négatif. Effectivement. C'est vrai que ça montre que l'autorité bermudienne est capable de réagir et peut être courageuse d'une certaine façon. Mais effectivement, ça montre quand même, ça met sur le devant de la scène des pratiques contestables de la part de cette agence. Bon, écoutez, c'est clair. Dernière actu, alors quand la Chine tousse, LVMH plonge. On s'en doutait. Et puis, bah, alors quand LVMH plonge, c'est le CAC 40 qui en pâtit également. Voilà, donc on a eu cette semaine en Europe donc cette publication de LVMH qui a montré que ses ventes ont baissé de 5% quand même. Le résultat opérationnel courant a baissé de 9%, c'est pas la fin du monde, mais quand même, ça montre bien qu'LVMH est non pas en difficulté, mais quand même un peu remise en cause, un peu sur la sellette, comme l'ensemble du secteur du luxe. Et certains investisseurs se mettent à comprendre Mm. que le luxe, ça a besoin de croissance aussi. C'est pas un secteur totalement défensif, c'est lié à la croissance économique. Et ça, certains investisseurs le découvrent. Et donc, payer 25 ou 30 fois le net des entreprises qui dépendent de la conjoncture, c'est un petit peu cher. Donc, on parle plutôt d'Hermès, en Mhm. l'occurrence, LVMH, surtout avec la baisse de cette semaine, voit ce ratio d'évaluation baisser, mais reste encore, en termes de PER, au-delà de 20, largement. Donc, 20, c'est cher. LVMH, ça pendant très longtemps valu beaucoup moins cher. Alors, ce n'est pas le leader mondial, mais à nouveau, il y a une sorte de redécouverte ou de découverte de ce qu'est le secteur du luxe, qui est un secteur sensible à la conjoncture. Et ça, effectivement, certains le redécouvrent. Résultat, bah, tout est rouge. C'est du rouge vif, là, cette semaine. Oui, c'est plutôt -4. Donc -4, c'est la plus mauvaise note hebdomadaire qu'on peut donner suivant notre référentiel, donc de suivi de cette actualité. On a effectivement des mauvaises nouvelles sur 4 finalement chapitres de l'actualité. Il y en a 5 en tout. On n'a pas traité l'économie cette semaine. Pas de nouvelles importantes en termes économiques. Mais en termes monétaires, politiques, financiers et du côté des entreprises, on a eu 4 points négatifs je n'ai pas à rappeler maintenant, que je viens d'évoquer et qui donne donc la note la plus négative pour cette semaine. Note la plus négative, ça vous fait revoir votre vision, votre stratégie d'investissement? Non, on reste toujours investi parce que la dynamique des prix, et c'est un élément important dans notre, je dirais, méthodologie, la dynamique des prix reste bien orientée, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec, je dirais, un spread momentum à 33%, ce qui est quand même élevé, et donc signe d'un marché qui a encore l'inertie de progresser et qui continue à progresser, qui devrait continuer à progresser. Notre indice de market pressure, donc de risque perçu par le marché, s'est un peu dégradé, puisque Normal, donc, bien sûr. voilà, on a quelques éléments négatifs, mais on reste toujours dans une zone d'achat. Donc, on est effectivement toujours confiant et on considère que la dynamique du marché devrait lui permettre d'absorber cette semaine négative en espérant que la semaine prochaine sera aussi moins négative en termes de news flow. Eh bien, écoutez, on verra, même s'il y a quand même pas mal de nuages qui s'amoncellent au-dessus des marchés financiers, que Oui. ce soit du côté de la Réserve fédérale américaine ou du côté de l'Iran, puisqu'il y a quand même quelques militaires qui sont en route pour montrer les muscles, en tout cas, pour l'instant. Oui, on monte les muscles. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la baisse du dollar. La baisse du dollar, effectivement. Et baisse qui pourrait se transformer en déroute en cas de nomination donc, d'un président de la Kevin Fed Warsh, qui effectivement. serait pas du tout apprécié Bah, par le marché, ce qui va
le cas pour l'instant. Mais non, c'est bon, ça. On est le 30 janvier, les 9h38. Voilà, On ne sait pas. Mais a priori, les dernières nouvelles, c'est Kevin Warsh qui devrait être nommé par Donald Trump, qui pourrait rassurer les marchés. Mais ce qui ne rassure pas vraiment les marchés, c'est que voilà, on rentre dans une phase de politisation de la Réserve fédérale voilà, américaine et ça, c'est la ce décrédibilité. sujet-là qui est important. C'est les deux grands sujets de ce premier semestre qui pourraient revenir sur le devant de la scène et précipiter éventuellement une baisse rapide du dollar, parce que c'est l'indicateur, à mon avis, clé qu'il faut suivre. C'est bien sûr la nomination du président de la Fed, finalement un larbin de M. Trump, pourrait être un larbin de M. Trump, et par ailleurs la décision de la Cour suprême, parce qu'on en parle peu. Sur les droits de douane réciproques. Et il ne faut pas que comment dire, que cette haute juridiction soit aussi les larbins de M. Trump, parce qu'alors là, ça serait très très compliqué à mon avis, et donc le dollar pourrait en souffrir. Exactement. Effectivement, on est suspendu à la décision de la Cour suprême qui doit rendre une décision sur la validité ou pas des droits de douane réciproques de Donald Trump. Je crois que c'est 110 milliards qui sont en jeu, c'est gigantesque. Ceci étant, les spécialistes disent quand même qu'elle pourrait non pas les déclarer inconstitutionnelles, mais demander à ce qu'il y ait un processus réglementaire qui soit mis en place et donc en fait qu'elle passe devant le Parlement pour être adoptée par le parlementaire. Mais donc ils vont trouver une solution. Ils trouveront une solution pour requalifier en quelque sorte une forme de requalification des décisions de M. Trump pour le faire passer éventuellement sous d'autres articles de la loi américaine qui rendent possible effectivement cette loi. Donc ça veut dire que la Cour suprême garde la tête haute, mais finalement entre nous, c'est plus vraiment un contre-pouvoir. Le seul contre-pouvoir à Trump, c'est les marchés financiers en réalité. Et le peuple américain qui va s'exprimer, qui va se prononcer pour les midterms. Ça me semble le plus important. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Eric d'être là, d'être avec nous pour vos analyses, vos ouvertures, pour ces moments aussi d'improvisation. C'est totalement maîtrisé, mais en tout cas où on peut effectivement aborder les sujets que l'on souhaite. Merci beaucoup, vous êtes directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcan, et avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, très bonne semaine. Nous on marque une courte page de pub et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.